Atteintes aux libertés, propagande sanitaire, grand déclassement, élite méprisante, mensonge, stop. TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Cet esprit de dissidence face aux dérives du pouvoir et du système doit s'amplifier encore et encore, vite, très vite, pour atteindre cet objectif. Donnez-nous les moyens de faire connaître la télévision alternative, faire connaître TV Liberté à tous les Français, dans chaque province, région, ville ou village, partout. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Il est criminologue et expert en sûreté dans la protection des entreprises, est aussi chargé de cours dans plusieurs facultés en France, auteur de Braquage. Il publie aujourd'hui, c'est la raison de sa présence, un nouvel ouvrage intitulé Crise d'otages aux éditions du Cerf, mais en vente sur la boutique de TVL. Vous connaissez maintenant le lieu où il faut se précipiter, boutique TVL.fr ou tvl.fr. Doron Lévy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent pour présenter avec nous cet ouvrage dont vous dites en avant-propos qu'il est né d'une réflexion au moment du confinement. Cela a été un avant-goût de ce que provoque la privation de liberté. Oui, en tout cas d'une certaine liberté. Une liberté, on l'a vu, d'éducation, une liberté de circulation, une liberté de la famille, de profiter de sa famille, etc. Mais c'était surtout voilà, qu'un avant-goût. Et j'ai voulu mettre effectivement cette introduction, puisque de toute manière, comme tout le monde, j'étais assis avec toutes ces questions. Et en parlant des otages, je ne pouvais pas faire un petit crochet avec ce clin d'œil sur le Covid. Cette limitation de liberté, vous dites clairement qu'elle peut être considérée par beaucoup, qu'elle a été quand même considérée par beaucoup de nos compatriotes, les spectateurs TVL sauront de quoi je parle, comme une prise d'otage. Dans le sens un peu lointain, si on veut dire, évidemment, puisque là, il y avait une sorte de consentement tacite en la matière, alors que les otages véritables dont il est question n'ont absolument rien demandé à personne. Prise d'otage néanmoins. La prise d'otage est, vous le rappelez, un modus operandi, un mode opératoire très prisé depuis 50 ans. Et je me suis dit, mais cette menace constante, elle n'est pas née d'hier, elle est, pardonnez-moi, vieille comme le monde. Elle est vieille comme le monde. Elle a changé de signification, en revanche. Elle a évolué, elle a muté avec son temps et parfois contre son temps. Mais même tous ces aspects ont évolué. C'est-à-dire que même que ce soit les motivations premières pour prendre quelqu'un en otage ou l'objectif de la démarche ont fortement évolué. Avant, on prenait des otages ou on remettait des otages pour faire la paix. Et aujourd'hui, on prend des otages, on utilise des otages depuis très bien longtemps pour gagner de l'argent ou pour faire la guerre. Donc ce statut-là a beaucoup changé. Vous dites que notre conception contemporaine de l'otage, elle s'avère réductrice et incomplète. Oui, parce que moi-même, le premier, ayant travaillé que sur la partie de l'otage crapuleux, on va dire terroriste ou grand bandit, qui demande de l'argent en échange d'eux, à y regarder de plus près, en allant très loin dans les méandres de l'histoire, on s'aperçoit que cette notion d'otage a toujours existé, qu'ils étaient parfois même volontairement désignés pour aller sur place, être le garant, la dette d'un engagement moral. Ils faisaient partie des familles du camp adverse. Ils étaient presque intégrés dans les légendes urbaines que l'on a jusqu'à aujourd'hui, et ils font partie de pratiquement toutes les civilisations, que ce soit les Roms, les Grecs, les Romains, les Pharaons, les Chinois, qui vous voulez. Il y a toujours eu cette pratique de guerre ou d'acceptation lorsqu'on avait un traité et il y avait un gage, il y avait le perdant, il y avait le gagnant, il y avait un gage de bonne foi, et cet otage est né dans ce contexte de guerre, toujours. Vous faites un important développement historique de la figure de l'otage. C'est un statut donc qu'on peut
concevoir depuis l'Antiquité, mais qui a vraiment totalement évolué. Il y a eu un vrai changement quand la guerre est devenue très organisée. La guerre a toujours été, on va dire, chaotique, entre guillemets, par définition. Sauf que, voilà, au Moyen-Âge, cette guerre, elle est devenue tellement large et tellement longue et terrible, qui se sont organisés. Et à partir du moment où on s'est organisé et que les partis ont commencé à prendre des otages et à avoir un pouvoir, une influence sur le camp adverse, ils ont commencé à demander aussi de l'argent, c'est-à-dire des valeurs, pas que des chevaux et tout ça. Ils ont demandé de l'argent sonnant et trébuchant. Et là, ils ont vu que c'était un impact non négligeable. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les choses vont changer. La Première et la Deuxième Guerre mondiale va plutôt mettre en avant l'utilisation de type bouclier humain, mais on va très vite revenir, après la guerre, à des réalisations liées à l'avantage pécuniaire. Prise d'otage et avantage pécunier, dans l'histoire de France, moi je ne sais pas où vous situez le curseur, j'ai pensé moi à François Ier. Et à sa famille. Ier, à la guerre de Pavie en 1525, mais bien avant lui, Jean de Lebon, bien d'autres rois, bien d'autres monarques, bien d'autres ducs. Fallait pas seulement être roi d'ailleurs pour être remis en otage. Vous pouvez être, en général, vous étiez général d'armée, vous étiez légionnaire, vous étiez notable, banquier, je ne sais pas, mais pas forcément roi. Et après, il y avait les enfants aussi, donc il y avait les descendants de ces monarchies qui en fait ont un petit peu constitué toute l'histoire, pas que en Europe d'ailleurs, mais il y avait ces mélanges de familles qui étaient, la personne était installée, elle revenait dans il y a certains pays comme l'Albanie où il y a des légendes où il serait revenu après un service en otage, mais une fois revenu, il aurait créé son pays, etc. Donc il y a plein de légendes qui sont nées à travers ce statut d'otage. Vous indiquez que nous en sommes aujourd'hui dans une autre logique. Vous êtes titulé le kidnapping business, un kidnapping business, le marché mondial du kidnapping. Et celui-ci, je regarde les chiffres, on va les évoquer, mais au moins une chose, c'est que ça se porte bien. Bon, déjà, évidemment, il n'y aurait pas de kidnapping à caractère crapuleux, de prise d'otage à caractère terroriste avec des besoins en ressources, s'il n'y avait pas des flux d'argent. Il faut être clair. Il n'y a pas de phénomène, entre guillemets, criminel, s'il n'y a pas un minimum de structure, de squelette, et donc il y a notamment les besoins, les objectifs de cette démarche. Donc aujourd'hui, effectivement, on n'est plus dans le côté légendaire, historique, guerre totale, ouverte, etc., avec des monarques. Non, on est aujourd'hui dans une vision très politique de la chose, et sociétale aussi, puisqu'aujourd'hui, l'otage n'est pas simplement un business, il est totalement ubérisé. Vous pouvez prendre un otage parce que vous êtes en dépression, parce que vous êtes un forcené, vous êtes pour des raisons psychotiques. Vous pouvez prendre en otage pour régler des comptes entre des bandes rivales, vous pouvez prendre en otage pour gagner de l'argent, c'est la raison principale, et puis derrière y rajouter d'autres raisons comme des raisons à caractère politique. On va garder ce terme-là, je reviendrai dessus sur ubérisation de l'otage, parce que ça expliquera pas mal aussi de votre démarche en qualité d'expert en sûreté et protection des entreprises, et donc aussi des particuliers. Bon, on reste sur cette notion d'otage pour l'instant, si vous voulez bien. Qui dit otage dit rançon, mais aussi souvent possible médiatisation. Alors sur le premier point, la rançon, alors que la plupart des États, quand on leur pose la question, prétendent haut et fort ne plus céder aux exigences des otages et des kidnappeurs, et donc de ne jamais payer, c'est le cas de la France, qui reconnaît jamais qu'elle a payé, vous dites que la réponse, elle est pas aussi catégorique. En fait, il faut regarder peut-être la période où il y avait beaucoup de prises d'otages crapuleux, dits terroristes, avec une enveloppe presque religieuse pour justifier cette cause, mais au final, ça reste des valises de cash qui sont échangées, dans les années 2000. Dans les années 2000, il y avait tout un tas de groupuscules, ça a vraiment commencé, il y avait plein de pays en guerre au Moyen-Orient, aux Philippines, en Asie, pour Abu Sayyaf, il y en avait partout. Et donc ce business, et les groupes terroristes qui avaient habituellement d'autres activités rentables, s'y ont tout de suite mis, ils ont tout de suite même développé un certain savoir-faire. Et très vite, la question de la rançon est importante. Si on prend en otage, il faut autant préparer la manière dont on va être payé, sinon voilà. Et après, il y a la captivité, il faut l'anticiper. Si ces groupes terroristes prennent des gens en otage, sur une période longue de plusieurs années, on va dire. Vous voyez bien ce qui se passe en Syrie, en Irak, aux Philippines ou en Amérique du Sud. Sur des années, vous prenez des gens en otage. C'est bien qu'il y a quelqu'un qui a payé une rançon pour ceux qui ont été libérés. Et c'est vrai que se pose donc ce débat éthique de savoir si je paye des rançons, entre guillemets, facilement, ou si les otages ou les ravisseurs savent que j'ai une assurance contre la prise d'otage. C'est plus la même question.
parce qu'ils savent qu'ils risquent d'être payés. Donc effectivement, il y a une posture officielle, il y a une manière d'annoncer tout ça, et encore une fois, toutes ces affaires se règlent dans le secret. Laurent Lévy, vous avez regardé toutes ces affaires, notamment pour notre pays. Est-ce que vous pouvez affirmer que, dans tous les cas, les États paient ? On ne peut pas dire dans tous les cas, parce qu'on ne le sait pas, mais c'est sûr qu'il y a des cas où l'État paie. Il y a des cas qui sont médiatiques, où on sait qu'il y a eu des échanges de rançons. Il n'y a pas que là, mais il y a même les pays qui sont réputés comme des durs, comme on va dire Israël ou les États-Unis, qui sont réputés comme des gens qui vraiment font attention à cette question-là. Ça peut arriver qu'ils échangent 2 prisonniers contre 500 autres. Donc si c'est pas une rançon. Et après, vous avez également de l'échange en sonnant trébuchant, donc des valises d'argent qui peuvent être déposées par des militaires, travaillant pour des gouvernements. Je veux dire, tout ça se gère dans le secret. Ce qui importe ici, c'est de sauver des vies et de réduire cette captivité, et après de traiter un problème qui souvent est plus large que l'incident en soi. Si les États paient, bien évidemment, ça amène une recrudescence des prises d'otages et des nouvelles vocations. Évidemment. Ça va générer des vocations. D'où les chiffres. Ça va envoyer des messages. Vous dites par an, enfin, on évoque, vous ne le dites pas, 1 milliard par an sur la base d'une moyenne de 30 000 enlèvements chaque année. C'est une estimation que vous corroborez c'est une estimation des cabinets d'assurance en général qui ont besoin pour stratifier ce marché de quelques données statistiques. Mais il faut faire très attention aux données statistiques sur ce sujet. La plupart des prises d'otages, au sens très large du terme, les gens ils déposent même pas plainte, parce que souvent ils connaissent leurs preneurs d'otages. Les petites prises d'otages qui se déroulent et qui se terminent très très vite ne sont même pas considérées, je crois, dans la saisie statistique comme une prise d'otage dans le sens où nous on peut peut-être l'entendre. Et puis après il y a celles qui effectivement ont une consonance avec tout un process connu et établi, c'est-à-dire la phase donc d'information, d'utilisation ou pas des médias, comme vous l'avez abordé tout à l'heure, la phase de négociation avec des spécialistes et la phase de règlement de cette situation, et finalement la phase de la vie d'après. Mais sur cette partie-là, on est à 30 000 par an, 20 000 par an dans les moins bonnes années, mais encore une fois, les tendances criminelles, il faut s'en méfier, elles ne répondent pas à des caractéristiques physiologiques. Donc voilà, il suffit qu'un groupe terroriste soit en pleine forme et sur une crise sur un certain pays peut enlever plein de ressortissants, vous aurez des statistiques très importantes, alors qu'en temps normal, la tendance ne serait pas forcément à la hausse. Ce qui est sûr, c'est que c'est un tel business, ou un tel nombre, qu'on a créé des organes de combat contre cela, style le GIGN, le RAID, la BRI à Paris. Donc ça démontre aussi l'ampleur du phénomène. L'ampleur du phénomène, alors, ça dépend aussi des contextes géopolitiques de chaque époque. Attention, dans les années 70, on n'était pas encore dans un phénomène qui nous inquiétait. Il y avait eu quelques cas, on va dire, je sais pas, en Afrique, en Amérique du Sud, d'enlèvement un petit peu comme ça d'ampleur. Mais dans les années 70, il y a eu Munich en 72, l'enlèvement et l'assassinat des athlètes israéliens. Et là, c'est pas que la prise d'otage, c'est que les États se sont rendus compte qu'ils n'avaient même pas pensé à une réponse coordonnée, adaptée à ce type de situation où il faut prendre des décisions sous le feu. Et on a une prise d'otage avec plein de paramètres incontrôlables, pas un ou deux paramètres, plein de paramètres incontrôlables. Des autorités qui ne sont pas du même pays, parce que les ressortissants sont d'un autre pays. Vous avez une attaque multiple en temps réel avec des armes de guerre, etc. Et le tout confiné, donc prise d'otage, une négociation impossible puisqu'ils sont kamikazes, etc. Donc là, toutes les règles de l'art ne fonctionnent pas. En général, une prise d'otage, le ravisseur se rend. Le forcené se rend. La plupart du temps, quand c'est bien fait, il y a une négociation c'est vraiment les gens qui font ça. On en parle dans le bouquin, que ce soit des gens de la gendarmerie, de la police ou autres. Ce sont des gens, ils sont vraiment des spécialistes. La plupart du temps, ils résolvent les choses. Mais là, encore une fois, donc terroristes à caractère kamikaze, des otages exécutés et une équation à multiples inconnus. Qu'est-ce qu'on fait? Donc dès 72, la plupart des États, et la France en premier, ont créé des unités spécialisées. 72 attentats d'extrême gauche à Munich qui vont annoncer les années de plomb partout en Europe. Partout en Europe. Il y a aussi, et il faut en parler, la médiatisation, et à travers elle un dilemme, c'est que l'otage est indéniablement médiatique, logique, et il influence donc les opinions publiques. Pour autant, la médiatisation des enlèvements peut jouer clairement en défaveur des victimes. Il faut faire attention. Difficile. Il faut faire attention parce que quand vous médiatisez beaucoup un otage, son prix aussi peut évoluer. C'est-à-dire que sa valeur marchande, on le voit des fois quand... Alors, on va dire dans les années 60, il y avait tous ces enlèvements jusque dans les années 80 de diamantaires, de banquiers, de tout ce que vous voulez. Et il y avait à chaque fois un ajustement de la rançon en fonction de la médiatisation de l'individu. Plus il était connu, plus on en demandait. Et on va dire le summum de cette vision de l'otage avec Madame Kardashian en 2016, où c'était vraiment une séquestration au domicile purement mercantile, mais vraiment en prenant
tous les risques pour gagner somme toute finalement pas grand-chose. Donc il faut faire attention, on n'est pas dans quelque chose de très facile à analyser puisqu'il n'y a pas de règles, on est dans une situation qui est une situation de crise, mais on connaît en tout cas les objectifs et les rouages qui amènent les gens à le faire, donc on peut travailler là-dessus. Mais est-ce que la médiatisation, par exemple, moi jeune, j'ai le souvenir de l'excellent baron Empain, homme tout à fait sympathique au demeurant. Cette prise d'otage est restée bien évidemment tous les esprits, ce qui était mutilé, etc. Les plus anciens sauront et les plus jeunes regarderont sur Internet l'histoire du baron Empain. Est-ce que c'était un événement très médiatisé? Est-ce que ça lui a nui ou est-ce que ça lui a profité? J'entends par là, est-ce que ça lui a nui? Est-ce que les prix ont augmenté? Ou est-ce que ça lui a profité? Parce qu'à un moment donné, les ravisseurs se sont dit, finalement, il devient précieux et donc on va le tuer. Rappelez-vous, dans une prise d'otage, il y a des mécanismes inévitables, comme dans les modalités de la gestion de cette même prise d'otage. C'est-à-dire que vous allez préparer la prise d'otage avec, je ne sais pas, les conditions ergonomiques, des conditions physiques de la chose. La vie dans la captivité, il faut aussi préparer. Mais comment on paye cette rançon? Comment on paye la rançon avec, techniquement, comment on fait, où on va, à quelle heure, de tout ça, souvent, c'est pas leur fort. Donc là, pour le coup, si vous improvisez beaucoup là-dessus, ça va pas le faire. Le baron Empain, éminemment, mais d'abord on était à l'époque, dans les années 70, les médias c'était quelque part les balbutiements de quelque chose d'ampleur, il n'y en avait pas un tous les matins, excepté l'assassinat de Lindbergh dans les années 30, mais jusque-là, on avait plutôt l'habitude d'autres types de faits divers. Donc là c'était le fait divers de l'époque, avec un enlèvement, une personne entre guillemets connue, de réputation, les médias. Elles ont joué un rôle éminemment important, puisqu'au début, elles ont peut-être même mis la pression sur la police pour résoudre cette affaire au plus vite. Après, lui, vu qu'il y a eu, quand on rentre là-dedans, à la force de police, comme aujourd'hui, il y a plein d'informations qui circulent publiquement. Et donc là, il y a eu des révélations sur peut-être sa vie personnelle, etc. Et donc là, pour le coup, les médias étaient beaucoup moins bénéfiques. Et si, je prends les thèmes de confinement, vous regardez la balance bénéfice-risque, dans ce cas du baron Empain, vous diriez ? Je sais pas, c'est difficile, même les otages eux-mêmes, quand je vois Florence Aubenas, les débats qu'ils ont là-dessus, quand je vois Françoise Claustre, qui elle aussi, par rapport aux médias, ils ont joué un rôle éminemment important, et quand je vois parfois aussi que des otages peuvent rester des mois et des années sans qu'on en parle une seule seconde, là d'ailleurs, vous savez qu'il y en a toujours un d'ailleurs qui est depuis 1 an et demi enfermé quelque part, donc je sais pas, je sais. Moi, en tant que juste quelqu'un qui a regardé ça et qui essaye de voir de la méthode et de voir des règles pour apprendre quelque chose, que les médias font partie de la question comme un élément entier de cette équation. Et il faut les prendre en compte. C'est comme ça. Il faut apprendre à parler aux médias. Il faut savoir si on a envie de les utiliser et comment les utiliser. Et c'est ça qui est nouveau avec le monde d'aujourd'hui. Et les médias, quelquefois, ils ont associé à leur nom le terme de dérive, vraiment dérive des médias. Vous donnez l'exemple et vous évoquez, rappelez l'attitude choquante de France 2 et de BFM dans le cas que nous évoquons, celui de la prise d'otage meurtrière du Bataclan, puis de l'hypercachère, c'était en janvier 2015. Et là, il y a pour le moins un manque de discernement, pour le moins. Encore une fois, on est dans une sorte de course à l'information. L'événement n'est pas terminé, il est en cours. Et c'est vrai qu'il y a habituellement des règles, mais à chaud, quand vous êtes dans l'événement, tous ces gens, tous ces protagonistes ont chacun une fonction différente. Et c'est vrai que c'est pour nous qui regardions la télé, c'est très surprenant de voir le policier qui se prépare peut-être à mourir, qui rentre dans une colonne d'assaut pour libérer des otages qui sont déjà tétanisés dans une situation extrême, des journalistes qui vont comme si ils allaient filmer autre chose, enfin un sujet entre guillemets. Enfin tout était un peu, et c'est ça qui a peut-être un peu choqué. Alors que ce qui choque surtout, c'est qu'on met en péril la vie des otages par exactement, parce que l'événement n'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est-à-dire qu'un événement se termine lorsque la police et les autorités ont terminé et ont neutralisé le risque. Et ça n'était pas le cas. Donc c'est la première règle à respecter. Tant qu'on la respecte, cette règle, tout va bien. Mais si le risque n'est pas terminé, l'attentat n'est pas terminé, et que les gens sont encore dans la rue, eh ben tout peut se passer. Voilà. Là, il n'y a pas de sanction, ni des organismes publics. Il y avait eu le droit des rappels du CSA, enfin il y avait eu des échanges comme ça appelant à la retenue. Mais encore une fois, les médias font partie de l'équation. Les médias, lorsqu'on aborde la question des prises d'otages, à un moment ou à un autre, évidemment si vous êtes quelqu'un de connu ou si vous êtes un Français à l'étranger par un groupuscule international, eh ben on va en parler.
Mais non, anthropologie, puis histoire, je l'ai dit, et aussi l'actualité, vous dévoilez aussi les dessous de certaines affaires, et vous étudiez le face-à-face parfois ambigu entre l'otage et son geôlier. C'est ce qu'on appelle communément le syndrome de Stockholm, et derrière ce mot-là, le mot valise maintenant, il y a quand même une réalité, c'est que c'est quelque chose qui existe vraiment. Écoutez, c'est vrai que la relation entre un otage et son geôlier, elle est particulière, mais pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, en soi, l'otage, c'est pas que le syndrome de Stockholm qui est un côté pathologique avec une définition purement clinique, mais l'otage et son geôlier, c'est incroyable parce que presque ils ont une relation incestueuse tous les deux. Moi aussi, donc j'ai été voir quelques otages, j'ai discuté avec des otages. Dans ma carrière, j'ai rencontré des vrais otages. Et quand ils parlaient du geôlier, du ravisseur, il y avait quelque chose que j'arrivais pas à définir. Il y a quelque chose que j'arrivais pas à formaliser, à comprendre. Me dire, c'est comme, comment vous dire, souvent les rescapés de la Shoah, lorsqu'ils parlent des gens de leurs tortionnaires de l'époque, ont du mal à en parler. Ils en parlent d'ailleurs pratiquement jamais. Complètement. Ils en racontent une partie, il y a une enveloppe, mais la relation qu'ils avaient avec leur geôlier, elle est incroyable. Parmi les gens que j'ai rencontrés, alors il y avait aussi un otage en Syrie, qui lui me racontait qu'il avait carrément même essayé de joindre sur LinkedIn son ravisseur syrien. C'était hallucinant. Alors pour nous, des gens qui n'avons pas été pris, on ne peut pas comprendre ça. Donc c'est pas uniquement une réaction pathologique Stockholm ou autre, c'est juste que la relation entre ce ravisseur et ce geôlier, elle est incroyable. Elle dure pas très longtemps dans la vie de quelqu'un, elle a un certain temps, mais elle a vraiment un côté exceptionnel. Et c'est ça qui m'a guidé dans l'écriture d'histoire. L'intensité. Il y a aussi un des piliers de l'ouvrage. Alors, malheureusement, on ne va pas avoir trop le temps d'en parler. Pourtant, peut-être qu'il constitue un des moments les plus importants du livre, c'est les outils en qualité d'expert que vous mettez en place pour aider à la prévention de ce que vous appelez la crise d'otage, quoi. Pour les particuliers et pour les entreprises. Vous dites, en fait, il va falloir il s'agit maintenant d'apprendre à limiter les risques. Oui, tout à fait. Si on peut, c'est-à-dire une fois qu'on a écouté tous les spécialistes de ce sujet, une fois qu'on l'a lu et qu'on a compris son évolution, et en fait, qu'est-ce qui reste au final? Il reste en fait des interdits fondamentaux. C'est-à-dire, vous avez une situation d'exception. Dans une situation d'exception, 80% des événements vont être totalement imprévus. Il reste 20% de schémas répétés dans lesquels vous allez peut-être vous rappeler de trois bribes. Essayons de les aborder pour se dire, ok, moi, les otages racontent des choses, la police, elle a un retour, les gens, les urgentistes, les avocats, etc. Donc, il reste à la fin dans ces histoires des choses qu'il ne faut jamais faire. Donc, et après, dans l'espace-temps de la chronologie d'un incident, il faut les positionner avant. Donc, vous voyagez, vous allez transporter de la marchandise, vous avez un risque en particulier, bien le définir. Il vous arrive quelque chose, donc la capture est un moment éminemment dangereux, vous risquez vraiment votre peau. La vie en captivité, comment survivre avec le temps qui s'installe et cette possible mort imminente pratiquement tous les jours, mais vous ne le savez pas, donc ce questionnement, il vous travaille. La libération, donc, ou l'évasion, voilà, je sais pas. Donc là, c'est un moment terriblement dangereux. Et ensuite vient la vie d'après. Donc sur tous ces processus-là, les gens racontent, et j'ai trouvé intéressant de les partager pour peut-être en retenir quelques bribes et de se dire qu'il y a quand même un espoir dans tout ça. Vous dites quand même que tout le monde aujourd'hui est concerné. On est concerné parce que les événements, des situations d'exception comme ça, c'est une situation d'exception qui laisse un certain trauma. On est tous concernés parce qu'on va vivre d'autres types de situations d'exception avec d'autres types de traumas, je sais pas. Mais si on perd un proche ou des choses comme ça, ce sont des traumas de même ordre que d'être pris en otage en termes de vécu. Donc je sais qu'on a tous en nous, en tout cas, et ça j'en suis convaincu, cette capacité à survivre quelle que soit la situation. Par contre, on n'a pas tous les éléments pour la décrire puisqu'il y a 80% d'imprévus. C'est pas possible de savoir par avance comment vous, ni moi et ni les autres vont pouvoir réagir dans de telles situations. 3/4 des otages s'en sortent. Vous dites rares sont ceux qui s'en remettent sans séquelles. Et cette ubérisation des otages, le fait qu'aujourd'hui tout le monde est concerné, c'est face à ce que vous appelez la mondialisation de la malveillance. Je sais pas, oui, on a l'impression que c'est facile d'exécution, on a une accessibilité à tout ça qui n'est pas une grande préparation. Que vous soyez chevronné, aguerri, vous êtes en groupe, idéalement pour faire ce genre de choses, donc il y aura certainement quelqu'un de plus vieux que vous pour vous apprendre les rudiments de cette affaire, et donc vous êtes rassuré et donc plus motivé pour le faire, donc c'est facile, il y a ce sentiment. Par contre, en revanche, ça se passe jamais comme prévu, attention, donc moins vous êtes aguerri, plus vous prenez de risques.
Parce que vous pensez à beaucoup moins de choses et ça se passe jamais comme prévu. Et voilà. Et les forces de l'ordre qui répondent à ça sont pas vraiment des enfants de cœur, parce que les risques, ils les connaissent et souvent les ravisseurs sont armés. Donc on rentre dans une équation, d'un point de vue purement technique, avec des caractéristiques totalement inconnues. Et voilà. Et gérer ça, c'est vraiment pas simple. C'est pour ça que j'ai été obligé d'aborder la question de cette négociation et de cette rançon, qui sont deux piliers de cette équation. Et au milieu, il y a l'otage. Tout au long de votre ouvrage, on découvre aussi que les otages sont avant tout des champions de la survie, c'est ce que vous avez utilisé ce terme. D'ailleurs, on se dit à un moment donné que l'ouvrage tourne à ce guide de survie, c'est pour ça qu'il est intéressant, puisque ça touche tout le monde, on est tous concernés. Et vous citez l'ancien otage Jean-Louis Normandin, qui a eu cette très belle phrase, il y a une tendance à voir en l'otage une victime, alors que c'est aussi celui qui avance, qui se bat, c'est un résistant. Ouais. Et là, il change l'image de l'otage qui est victime pour un otage qui finalement est un résistant et quelqu'un qui va survivre et qui va finalement gagner. Alors, il survit, et par tous les moyens. Et il y a une chose qui est très intéressante. C'est vrai que c'est un résistant, mais c'est que nous, on a le jugement moral facile. D'abord parce qu'on n'a pas vécu dans ces conditions extrêmes. L'être humain, lorsqu'il doit survivre, il n'a pas les mêmes mécanismes de décision que lorsqu'il n'est pas obligé de survivre et que tout va bien. Même si des fois on peut avoir des tensions, etc. C'est sans commune mesure avec ce qu'un otage peut vivre, avec le risque de mort imminente. Donc ça, c'est pas une science exacte. Il y a des prix Nobel à gagner. On sait juste que ça laisse des traces. Donc un otage, c'est non seulement un résistant, mais c'est un champion de la résistance, parce que c'est vrai qu'il lâche rien, il n'a pas le choix. Donc c'est soit il laisse tomber, et rappelez-vous, ils sont parfois pris en otage ensemble, ou avec des enfants. Enfin, il y a des caractéristiques qui sont très sombres dans cette affaire. Et pourtant, l'otage, la plupart, voilà, ils sont libérés. Alors, rançon ou pas rançon, négociation, pas négociation. Mais lui, l'otage, au milieu de tout ça, il est trimballé de toutes ces situations, et il va rentrer chez lui à la maison, et il va plus être médiatisé, il va plus être menacé, et il va avoir subitement de nouveaux sentiments qui vont apparaître. Et c'est ça qui était, j'ai trouvé pour moi en tout cas passionnant d'explorer et de partager avec les lecteurs, se dire mais alors comment on survit à tout ça? Et alors il y en a, ils écrivent, il y en a, ils racontent ce qu'ils peuvent raconter, ce qu'ils veulent raconter évidemment, et puis il y en a, ils disent rien, il y en a, ils refont leur vie, il y en a, ça se passe très bien, ils reviennent, ils sont journalistes, ils continuent à être journalistes, et il y en a, ils l'oublient jamais. Il y en a, ils l'oublient jamais. Il y en a, ça peut même voilà, aller jusqu'où il y a des gens qui vraiment sont dans des états où mais la plupart, quand même, ils survivent. Voilà, plongée saisissante dans l'univers des otages et de leurs bourreaux. Et tout ça nous rappelle que nous vivons plus que jamais dans un monde qui est implacable. Merci de Lévy pour cet entretien. Merci On retrouve beaucoup. cet ouvrage Crise d'otages sur le site tvl.fr. Merci à vous. Merci à vous.